Assalamu alaikum Sparker. Donc on va tout de suite entamer quelques communications qui vont être données dans la conférence. Il y a pratiquement 1 heure on va essayer de respecter au moins le temps. Alors, M. Saïdi donc, va nous présenter dans cette première intervention les potentialités d'investissement dans le secteur des forêts. En Algérie, la fonction assignée à la forêt a été longtemps sur le plan environnemental et dans une moindre mesure socio-économique. Limitée dans sa surface, la forêt est perçue comme un patrimoine national précieux à préserver et la politique de sa conservation est toujours conserver sa protection plutôt que sa valorisation dans une approche purement économique. La nouvelle politique gouvernementale consciente des limites des ressources financières procurées par une croissance basée essentiellement sur la route pétrolière a décidé de diversifier ses ressources à travers l'implication de tous les secteurs dans une dynamique de développement économique et social. Actuellement, avec la nouvelle politique, la forêt en tant que gisement d'innombrables richesses est appelée à contribuer à l'effort national tracé dans la mesure de la valorisation des différents produits forestiers car enfin ne peut qu'apporter des plus-values respectables, que ce soit pour les populations riveraines ou pour l'économie nationale. Dans une perspective, dans la communication, les perspectives de développement de l'économie forestière, elles se basent sur quatre créneaux: le développement des activités de mise en valeur, la valorisation et l'exploitation rationnelle des produits forestiers, développement des activités cynégétiques et de chasse, et la promotion de l'écotourisme, des activités de récréation et de détente dans les milieux naturels. Développement des activités de mise en valeur dans le domaine forestier national. Elle se base sur les autorisations d'usage, mise en valeur ou les droits d'usage. C'est en application du décret exécutif 01-087 avril 2001 fixant les conditions et les modalités de l'autorisation d'usage dans le cadre des dispositions de l'article 37 de la loi 84-12 du 23 juin 1984 modifiée complétée par l'origine générale des forêts. Les conditions et modalités d'octroi des autorisations d'usage ou la mise en valeur de ces périmètres, suite à l'arrêté interministériel du 6 novembre 2001 fixant la proposition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d'examiner les demandes d'autorisation d'usage sur les terres du domaine forestier national et la note de la direction générale, la note numéro 1083 de la direction générale des forêts du 1er septembre 2001 portant conditions et modalités d'autorisation d'usage sur les terres relevant du domaine forestier national. Ces activités qui peuvent être dans les droits d'usage ou le sang, les activités avec leur durée, c'est les plantations forestières, c'est une durée de 90 ans, les plantations fruitières 40 ans, et autres activités, pépinières, petit élevage cynégétique, c'est 20 ans. Au niveau de la wilaya de Constantine, avec la nouvelle politique de développement économique forestier, on a jusqu'à maintenant 12 périmètres de droit d'usage, donc 2 qui sont attribués sont en activité au niveau de la commune de Bulgaris, et les 10 autres, ils ont été identifiés, délimités, identifiés, ils sont actuellement au niveau de la centrale pour leur création, avec une superficie de 685 hectares. Situation actuelle, nombre de périmètres délimités, c'est 12 périmètres, nombre de périmètres attribués 2, nombre de périmètres en cours de classement 10 périmètres, nombre de communes 2 communes, la commune de Rinsmara et la commune de Bumedis. La superficie des périmètres c'est 685 hectares, une superficie attribuée jusqu'à maintenant c'est 200 hectares, nombre de bénéficiaires de la première attribution c'est 12 bénéficiaires, avec une superficie moyenne de 15 hectares par bénéficiaire. Bon, parmi ces créneaux, donc, comme on a vu les activités, il y a la création de pépinières dans le cadre du PNR, le Plan national de développement de reboisement 2020. L'objectif fixé par la wilaya de Constantine est de 500 hectares par an, soit un besoin en plan forestier de 800 000
afin d'élever le taux de boisement qui est de 8% à 15% à long terme, à ajouter à cela l'engouement des agriculteurs pour la création de vergers et de prise de conscience des citoyens et des communes sur les problèmes de l'environnement, d'où une forte demande de plans fruitiers, tiges et en eau. Dans le souci d'atteindre les objectifs visés par le PNR, la satisfaction des agriculteurs et des citoyens tant sur le plan quantitatif que qualitatif, il est vital que les pépinières puissent jouer pleinement leur rôle d'appui au programme envisagé. Cela implique que ces structures de production soient à même d'assurer leur mission qui doit être caractérisée par un aménagement adéquat, un équipement suffisant et adapté, un encadrement qualifié, des techniques de production rationnelles et maîtrisées. Et c'est dans cet esprit qu'il est recommandé de créer des pépinières de production de plants forestiers, fruitiers, tiges et ornements. Leur création constitue une création non négligeable dans le développement économique de la région, car en dehors des produits payés et qui ont une valeur marchande non négligeable, ces entités permettent la création d'emplois à plein temps ou à titre saisonnier. Le plan d'action, c'est l'identification de nouveaux périmètres pour le développement de l'agroforesterie, vulgarisation du nouveau dispositif réglementaire régissant les activités de pépinière, lancement d'avis à manifestation d'intérêt pour l'octroi des périmètres non attribués. Pour le deuxième créneau, c'est la valorisation et l'exploitation rationnelle des produits forestiers, qui est le ligneux et non ligneux, c'est le bois ligneux, les produits forestiers non ligneux comme le liège, les plantes aromatiques et médicinales, les fruits forestiers, alpha et miel. La création d'unités de transformation de bois, valorisation du bois local, la valorisation de la production de bois passe par la création d'une unité de transformation de type familial ou micro-entreprise de jeunes. La forêt de la wilaya assure une production annuelle de 1500 à 2000 m3 de bois qui sont issus des coupes extraordinaires. Récolte et commercialisation du fruit du pépinier. Le pépinier, la justification du projet de récolte et commercialisation du fruit. Mettre en valeur ce patrimoine existant dans le dispositif de la wilaya où le facteur soit les climats existants, favorable pour la production et le développement de cette espèce. Estimation de la production totale, 900 kg par hectare. Donc on a une superficie de 530 hectares qui est exploitable, qui nous donne à peu près de 470 tonnes de graines. L'objectif, c'est la mise en valeur de la forêt et consiste dans le futur à la mise en défense de ces peuplements et la création d'une unité de valorisation des produits et sous-produits forestiers. Ceci génère, d'une part, une rentabilité maximale de la forêt et d'autre part, la création d'emplois en milieu rural et de montagne. Carte de situation des peuplements de Perpignan de la wilaya de Constantine. On a une superficie totale de 1087 hectares, dont 500 hectares qui sont exploitables. La partie c'est l'ouest de Nega, ainsi du côté nord-est de la wilaya. Les plantes aromatiques et médicinales, des plantes non ligneuses. Les plantes médicinales et aromatiques pour le développement culturel. Dans notre pays, il existe une multitude de plantes spontanées ou introduites qui mériteraient de réapprendre à les connaître et les développer en les cultivant et en tirant bénéfice de leurs vertus par la création d'unités de transformation, de distillation et de conditionnement. Cette démarche s'articule autour d'une diversification de notre agriculture qui créera des emplois et des richesses pour un développement durable, certain, et la mise en valeur des terres marginales. C'est un créneau porteur pour l'agriculture et les investisseurs potentiels, pour la mise en place de petites unités artisanales ou industrielles, où la recherche scientifique serait d'un grand apport à ces filières à mettre en place. Ces cultures seront orientées essentiellement sur les terres où les rendements à l'hectare de la céréaliculture sont faibles, où les terres morcelées sont incompatibles aux grandes surfaces. Quelques espèces de plantes médicinales, mais notre équipe sur terrain, nos ingénieurs, ils ont fait réellement un travail sur terrain. Ils ont limité des gisements. On a 8 gisements au niveau de la wilaya de Constantine, avec un nombre d'espèces de plantes médicinales aromatiques qui avoisinent les 20 espèces. Actuellement, nous sommes en train de préparer le cahier, on est en train d'élaborer le cahier de charge pour l'exploitation de la lavande par paginatation.
Là, c'est le cas de la partition de quelques espèces comme la lavande, le loramin, le daphné, le pastel. C'est leur situation au niveau de nos forêts. C'est l'ensemble de bâtiments, les plantes du vertébré. Objectif global à l'échelle nationale, développer la filière huile essentielle. Objectif global, résultat attendu d'ici 2019, l'huile essentielle d'aiguille de pain, c'est 45 000 litres. L'huile essentielle de romarin, 50 000 litres. L'huile de lentilles, 60 000 litres. L'huile essentielle du miel, 45 000 litres. Le plan d'action, un manuel de bonne pratique de collecte des pâtes. Renforcement des capacités des membres des cellules d'inventaire et d'aménagement. L'application de la méthode sur les forêts sélectionnées. Adaptation du réglementaire. Application des plans d'exploitation élaborés. Organisation des riverains et des acteurs de la filière. Les fruits forestiers et autres fruits secs, c'est des données à l'échelle nationale. C'est le pépinion, châtaignier, carreau et noix. En importation, en 2012-2015, c'est une source de la douane. C'est l'amande. On a importé 7262 tonnes pour 36 356 647 $. Le pistache, 1023 tonnes pour 5 851 825 $. L'exportation, les châtaignes en coque, 60 tonnes pour 47 744 $. Le carreau, 4 877 tonnes pour 2 792 204 tonnes. Il y a une unité de production, de conditionnement de production de cette espèce au niveau de la wilaya de Djoumsa. Objectif global, contribuer à la substitution des importations et à l'augmentation de la diversification des exportations. Résultat attendu en 2019 à l'échelle nationale, c'est des peuplements existants valorisés, de nouvelles plantations sont installées aux environs de 1500 hectares par espèce. Le plan d'action, identification et cartographie des zones potentielles pour la valorisation et le développement des espèces ciblées. Le programme 2016-2019, introduction en pépinière la production de plantes d'espèces rustiques en adoptant les nouvelles techniques, élaboration des plans d'exploitation, développement des chaînes de valeur. Les autres produits, comme le miel, en forêt et dans les périmètres d'autorisation d'usage, l'objectif global, amélioration de la pollinisation et contribution à la production nationale. Pour la résine, en marge de l'exploitation de bois des forêts de pin, pin d'Alep et pin pignon. Objectif global, optimisation de la valorisation des pinaires. Le plan d'action pour la résine, identification des intervenants, introduction dans le plan d'exploitation des pinaires de gémage et formation des gémeurs. Le miel, amélioration du dispositif réglementaire régissant la notation des espaces pour la pose de ruches pour mieux répondre aux besoins des apiculteurs professionnels. Élaboration de la carte des zones mellifères, et c'est un projet qui nous relie avec l'université de Constantine 1, département de sciences appliquées. Exploitation et vente des produits forestiers, il y a deux modes. Il y a la cession par adjudication, autorisation d'usage au riverain, plan d'action, c'est des révisions parce qu'actuellement on applique un décret qui date depuis 1989. Actualisation de la grille des tarifs et développement des chaînes de valeur de produits forestiers en connectant les riverains de la forêt aux investisseurs pour un meilleur partage des avantages et une gestion forestière rationnelle. Promotion de l'écotourisme et des activités de récréation et de détente dans les milieux naturels. Bon, c'est en application de la réglementation de la loi 84/12 où il y a des articles qui nous permettent de faire ces activités. À certaines autres activités, l'article 37, ou à certaines autres activités annexes en association avec la forêt et son environnement immédiat, ou bien l'article 41, forêt et autres formations forestières destinées spécialement à la protection des raretés et des beautés naturelles, à la récréation des temps au milieu naturel. Donc, puis il y a le décret exécutif 06-368 du 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions de modalité de son octroi. Conditions de modalité d'octroi, arrêté interministériel du 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de village chargée de l'examen des demandes d'octroi de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives. Circulaire interministérielle 156 du 10 février 2015 relative à la mise en œuvre
les dispositions du décret exécutif 06-368 du 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi. Bon, l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives, un modalité d'octroi, elle est triangulaire. Bon, c'est la proposition de forêt récréative, formulation du dossier conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle, c'est pas la conservation. Oui, il y a la commission de wilaya qui va valider le plan d'orientation générale et du cahier des charges particulier transmission du dossier à la direction générale des forêts pour examen. La publication de l'arrêté, une fois terminée la forêt, elle sera classée par arrêté, avis d'appel de manifestation d'intérêt, sélection de l'investisseur pour l'octroi de l'autorisation d'usage. Les forêts récréatives existantes au niveau de la wilaya, proposées et existantes au niveau de la wilaya, on a proposé 6. Une, la forêt de Bannière de Mrige, déjà en cours d'attribution pour un exploitant. 5 autres qui sont en cours d'étude. Bon, c'est la forêt de Mrige, après la réhabilitation en 2012 sur le budget de wilaya. C'est les 4 forêts de Hajj Baba, c'est une des forêts qui est proposée, la forêt de Paraouia, la forêt de Pildaza et la forêt de Pira, ainsi que la forêt de Aïn. Le plan d'action pour les forêts récréatives, validation des dossiers au niveau des commissions de wilaya et leur transmission à la DGF pour examen établissement des projets d'arrêté de création des forêts récréatives. Développement des activités synergétiques de chasse, la loi 04-07 du 14 août 2004 relative à la chasse, actuellement on a 16 degrés promulgués. Au niveau, les chasseurs sont organisés en association fédération de wilaya et fédération nationale des chasseurs. Le nombre de chasseurs au niveau de la wilaya de Constantine, ils sont adhérés à des associations, il est de nombre de 1000. Nombre de fédérations, on a une fédération de chasseurs. Nombre d'associations, on a 10 associations qui sont agréées et 2 qui sont en cours d'agrément. Bon, actuellement, c'est seuls les battues administratives destinées à réguler les espèces pullulantes sont autorisées. Or, les autres, la chasse, elle n'est pas autorisée actuellement. La chasse, bon, pour cette créneau dans le cadre de l'investissement, la chasse est une activité génératrice de ressources pour l'État et de l'emploi, pour la collectivité. Les redevances de la gestion des territoires de chasse, les déplacements effectifs pour l'exercice de la chasse, les assurances, ainsi que l'élevage, les chiens de chasse, élevage, entretien et alimentation. Élevage du gibier, bon, parmi ces créneaux, on peut investir dans l'élevage du gibier. Au cours de l'histoire, l'élevage a rempli une grande diversité de fonctions selon les milieux, les sociétés, les époques, rôle d'accumulation, de préservation de richesses et de monnaie. L'élevage a considérablement évolué au cours de ces derniers siècles. Cette évolution s'est accompagnée d'une forte augmentation de la production individuelle des animaux exploités, d'une forte amélioration de la productivité et d'une diminution régulière du coût de production des produits animaux. Les adeptes de la nature se rabattent progressivement vers une consommation de produits naturels ou plus ou moins semi-naturels. C'est en ce sens que l'encouragement de la filière d'élevage gibier par la création de petites unités d'élevage en semi-liberté de volatiles, domestiques ou même sauvages, c'est à prévoir dans le cadre du dispositif de création de petites unités de production en milieu rural. C'est un élevage qui ne nécessite pas de grandes installations ni de grands moyens. Quelques espèces du gibier, la perdrix, la pintade, le faisan et la cape. Promouvoir la chasse touristique, c'est le décret exécutif 07-227 du 24 juillet 2007 fixant la procédure et les modalités d'exercice de la chasse touristique. Plan d'action, activer la prolongation des textes d'application qui sont à l'examen, d'assurer une meilleure protection à la faune sauvage, d'asseoir le principe de la chasse durable à travers une meilleure réglementation de l'exercice de la chasse. La conclusion à mon intervention, la forêt est un milieu vivant, recèle d'importantes opportunités d'investissement à travers ses multiples biens et services, dépenses, investissements, entretien, travaux civicoles, infrastructures de base et une protection permanente contre les maladies et les incendies. Adapter et améliorer le cadre réglementaire, définir les standards nationaux de gestion durable de la forêt, encourager les projets de recherche et développement sur la valorisation des produits forestiers, élaborer une carte de créneau d'investissement, promouvoir la création de micro-entreprises par la valorisation des produits forestiers en collaboration avec l'ANSEJ, l'ANGEM et la CNAC, mettre en place des systèmes de traçabilité des produits et de certification permettant une meilleure valorisation. Merci de votre attention. Professeur Labani, qui va nous donner donc une conférence sur l'organon en Algérie
état des lieux et perspectives. Bon, salam alaikum, bonjour. Je suis professeur Lavanier du département de biologie, écologie digitale, Université Constantine. Bon, aujourd'hui, donc, j'aimerais vous parler sur un sujet très intéressant qui est l'art gagné, vu son importance par rapport à l'économique, sociologie, etc. Bon, étant donné que je suis une enseignante et aussi je suis une citoyenne algérienne, à chaque fois lorsqu'on parle de l'art gagné, même au niveau ici, au niveau des étudiants, c'est-à-dire il y a soit l'ignorance, soit les gens qui le connaissent, donc la réponse c'est bien, donc il vient d'ailleurs, soit en Algérie, à l'étranger, au niveau, c'est-à-dire dans les médias, Google, l'Internet, etc. Et même, je vous invite ici, voilà, donc je vous invite à écouter ce petit parcours. Il faut revenir en arrière. L'essentiel, c'est-à-dire pour continuer mon idée, là où, c'est-à-dire dans tout, une seule réponse, c'est quoi? C'est que l'art gagné vient du Maroc. C'est un art du Maroc, une pousse qu'au Maroc, symbole, etc. Alors que cette espèce est bien présente en Algérie, dans la région de Tindouf, arbre qui pousse naturellement et spontané en Algérie depuis des millions d'années. C'est un arbre endémique d'Algérie. Donc, mon but de la conférence, c'est-à-dire donc cette espèce qui est l'art gagné est méconnue. Donc, notre objectif, le faire connaître, sensibiliser les gens et surtout les étudiants de sa valeur socio-économique et écologique et le protéger contre l'extinction. Donc, mieux connaître pour gérer durablement. Donc, Tindouf, donc un petit rappel, bien aperçu. Donc, c'est l'habitat naturel de l'art gagné. Donc, là, donc c'est dans le sud-ouest de notre pays. Donc, elle est limitée par l'ouest, par le Maroc, le Sahara occidental et la Mauritanie. Au nord, par les wilayas de Béchar, l'est du wilaya de Dara, le sud de la Mauritanie. Donc, elle a une superficie de 158 874 km². Donc, elle est classée la 6e après Tamnas, etc. Donc, la population, donc, c'est la plus faible au niveau national. Donc, uniquement, donc, c'est 49 143 et uniquement avec 2 communes. Donc, l'art gagné, donc, c'est un arbre à fort potentiel économique et culturel. Donc, c'est une espèce rare, oléagineuse. Donc, c'est un survivant de l'ère tertiaire. En Algérie, il pousse uniquement dans le nord-ouest de la wilaya de Tindouf. Donc, c'est un arbre endémique de l'Algérie, c'est-à-dire qu'il pousse en Algérie, donc la région de Tindouf, le Sahara occidental et bien aussi au Maroc. Donc, en Algérie, son aire de répartition géographique couvre un territoire relativement important dans le nord-ouest de la wilaya de Tindouf, où cette espèce conçut la deuxième après l'acacia. Donc, il forme de la Hamada de Tindouf des populations dispersées, des fois regroupées selon un mode contracté le long des zouad où on trouve les compensations hydriques nécessaires. Donc là, c'est une carte faite par Monsieur Keshbal, maintenant, donc il est un chercheur donc à Biskra, donc il a fait la répartition de l'art gagné dans son habitat naturel où on trouve 3 territoires où se concentre l'art gagné. Nous avons Touef Bouab, nous avons Markala, nous avons Terkut. Donc là sont les 3 zones principales avec 4717 arbres pour la zone Touef Bouab, 300 pour Tergant et 240 pour Markala, un total de 5000 arbres au niveau national. Bon, les localisations, donc Touef Bouab, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une espèce là où, c'est-à-dire est concentrée dans les oued, donc oued el-Ma, avec le nombre d'arbres 2897 avec une densité de 6 par hectare. Nous avons oued Bouyadim avec une densité de 11 arbres par hectare, oued Gahwan avec 9, Markella donc avec une densité de 33 et Tergant
avec le nombre d'arbres 200 et la densité 24 et la zone entre Merkela et Talgant 12. Avec un total, le nombre total, c'est-à-dire dans la région de Tindouf, ce sont les statistiques données par la conservation des forêts qui est une étude 2013 avec un total de 5257 et une densité de 8 arbres par hectare. Ça, c'est la localisation. Là, on trouve les oueds cités tout à l'heure, Oued Gehouane, Oued Bouyadine, Oued Elma, Merkela, etc. Donc là, des petits exemples, là, c'est le peuplement de l'Argané, là où vous voyez donc l'Oued Talgant, Tindouf. Et là, c'est la répartition mondiale. On le trouve uniquement dans cette région, c'est-à-dire, quand je parle, donc l'Algérie, c'est le sud-ouest, le Sahara, c'est la région, on dit c'est une espèce endémique. Quelques exemples là de l'argané qui pousse à Oued Elma, et vous voyez très bien si on le compare avec la taille d'une personne, hein, parce que généralement elle ne dépasse pas les 15 mètres, mais quand elle trouve les compensations hydriques nécessaires, donc vous voyez donc sa taille, et même ça, elle est en bonne santé avec donc les feuilles qui étaient bien verts, etc. La fiche technique, brièvement, pour vous dire c'est quoi l'argané, parce que c'est la raison qui m'a poussé à s'intéresser davantage à l'argané, parce qu'il est méconnu chez nous. Hein. Donc c'est une plante à nous, c'est une plante algérienne, et malheureusement ça me fait vraiment peur, c'est-à-dire l'ignorance presque totale, si j'exagère pas, sur l'arbre de l'argané. Donc une petite description, donc c'est l'Argania spinosa, son nom scientifique. Hein. L'écorce elle est écailleuse, ressemble un peu. Le bois, donc il est très bien, donc de bonne qualité, l'utilise comme bois de chauffage. Le feuillage de 4 à 5 cm, elle est persistante, mais dans des cas extrêmes, donc là où il y a des périodes très sévères de sécheresse, donc elle peut perdre ses feuilles. Le fruit, ce sont des drupes. L'aire de répartition, alors donc c'est le nord-ouest, généralement concentré sur les Oued Elma, Oued Bouyadine, Gehouane, et deux stations particulières, Oued Bouham, Talgant, Merkela. Donc c'est une espèce xérophile et thermophile, exceptionnellement adaptée aux conditions rigoureuses. Il ne peut vivre que dans des conditions très strictes de température difficile. C'est un arbre épineux avec un tronc court, bois très dur, les feuilles, donc il peut vivre jusqu'à 150 ans. Il est moins exigeant, donc aucune exigence sur le type de sol et qui résiste grâce à ses racines. Donc là, donc il a un âge de 25 millions d'années. Quand même, c'est une espèce qu'on doit tous, c'est-à-dire se mener pour ça, pour la préserver, parce que c'est une espèce en voie de disparition. Donc c'est une espèce qu'on peut dire très vieille, 25 millions d'années. Donc quand même, si nous avons un trésor, hein, il faut se mobiliser tous pour la préserver. Donc c'est un arbre forestier, forager, fruitier. Donc il ressemble de loin, si vous le voyez, donc comme moi pour la première fois, donc j'ai pensé à l'olivier. Donc de loin, donc elle ressemble énormément à l'olivier. Donc c'est un arbre emblématique indispensable pour le maintien de l'équilibre écologique, la sauvegarde de la biodiversité et le développement socio-économique. Donc c'est une espèce très variable, donc je passe, peut-être que je n'aurai pas le temps. Cortège floristique de l'argané, et nous avons deux formations. Une formation arborée, généralement c'est l'Acacia radiana et Acacia albida, et nous avons une formation arbustive, c'est le Rustrepatus et Ziziphus lotus. Donc voilà, c'est Acacia radiana qui est la première espèce pour la Hamada de Tindouf, et là nous avons la deuxième formation arbustive, généralement donc c'est Trapus. Usage. Donc, pour quelle raison on utilise l'argané? Donc, c'est un arbre, comme je l'ai dit tout à l'heure, forestier, fruitier. Arbre forager, son bois, il est très bien. Le fruit dur, on fait surtout son fruit, hein, il est réputé mondialement par ça. Donc, on extrait une huile, hein, donc une huile très chère, hein, donc de bonne qualité, parce qu'elle est réputée pour les antirédes, etc., parce qu'elle est riche en vitamine E et les oméga 6 et les oméga 9. Elle est utilisée aussi pour les soins de la peau, voilà, et je passe parce que ça reste des choses. Maintenant, bon, l'argané, hein. Donc, voilà, en 2005, la wilaya de Tindouf a mobilisé 5 milliards de centimes du Fonds spécial du développement des régions du Sud pour la protection et le développement de l'argané. En 2008, dans la région dite Oued Bouham, pourquoi Oued Bouham? Si vous vous rappelez, là se concentre beaucoup donc,
la présence de l'arganie. Donc, création, ce qu'on appelle une réserve naturelle de l'arganie, le Mahmiya Tabiaya, l'île Ergan. Là, donc, si vous avez ici donc, la maison, etc., avec la pépinière et les petits matériaux pour les objectifs. Là aussi, c'est toujours sans les données et les statistiques données par la conservation des forêts wilaya de Tindouf. Là, c'est le projet d'extension d'Arganier, donc en 2008, pour et là, qu'est-ce qu'on a noté? Donc, l'aire naturelle de l'Arganier est un champ ouvert. Donc, c'est quoi? Donc, elle est exposée à des coupes illicites, le charbonnage, surtout le surpâturage, etc. Et ce, depuis fort longtemps. Et s'ajoute à ces problèmes, des problèmes naturels. La régénération est très difficile chez l'Arganier, changement climatique, et tous ces facteurs contribuent à l'extinction de l'espèce. Là, comme vous voyez ici, donc ça, c'est les coupes pour faire le charbon, etc. Et comme vous voyez ici, donc les gens continuent parce que, comme j'ai dit, c'est un champ ouvert. Donc même si c'est une réserve, mais elle est ouverte, on voit la transhumance. Les gens continuent à pratiquer les habitudes. Donc vous voyez ici avec leur chapelet, donc les chameaux qui poussent, et voilà. Et donc jusqu'à présent, l'arganerie de Tindouf n'est pas classée comme une aire protégée. Donc la principale préoccupation des autorités locales de la wilaya de Tindouf est donc classement de l'arganier en aire protégée sur une superficie. Bon, la wilaya de Tindouf, si vous vous rappelez, donc elle est énorme sur le point de vue superficie. Donc la wilaya, qu'est-ce qu'elle demande? Une petite partie. Donc ça sera vraiment une aire protégée, c'est-à-dire elle est donc interdite à tout, ni passage, ni etc. Mais voilà, et le reste, bien sûr, donc parce qu'il y en a des familles qui vivent là-bas, etc. Donc on doit les respecter, on ne doit pas tout interdire. Donc on doit seulement laisser une partie, c'est-à-dire 264 000 hectares, pour une aire protégée, réellement une vraie aire protégée, c'est-à-dire pour laisser les jeunes pousses de grandir, etc. Voilà. Donc l'arganie est une espèce rare en voie de disparition, donc le classement de son aire de répartition est devenu indispensable et urgent car il contribue à conserver un patrimoine naturel, à sauvegarder un écosystème unique en Algérie et assurer une gestion et un aménagement adéquat et durable. En 1999, c'est pas nous, c'est nos voisins les Marocains, ils ont bossé pour avoir, donc c'est l'arganie pour classer l'arganie patrimoine universel par l'UNESCO. Donc là, comme vous voyez, donc il y a toujours la présence des familles nomades au périmètre de Doual Fouad, c'est-à-dire là où il y a la réserve naturelle de l'arganie, de Mercada, pratiquant leur mode de vie normal, transhumance, pâturage, en exposant ainsi, comme je l'ai dit, les sujets donc, à des menaces réelles. Donc la réserve de Tindouf, les problèmes, elle est trop loin, 110 km par rapport au centre-ville. Donc c'est une piste, c'est les gens qui connaissent un petit peu le Sahara, donc c'est pas facile, 110 km sur une piste, il n'y a rien. Donc l'absence d'électricité, les moyens humains, le budget, mais surtout maintenant, donc un problème de budget, donc la suspension des projets comme l'énergie solaire. Donc actuellement, donc pourquoi je signale ça très vite, c'est pour sensibiliser le maximum les gens sur l'importance de l'arganie. Et donc je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez bien suivi avec moi, donc c'est une plante endémique, c'est-à-dire qu'elle pousse en Algérie et le Maroc, et vu son importance, que ce soit surtout économique, les gens profitent. Donc maintenant, où est-ce qu'on trouve l'arganie? On trouve l'arganie en Israël. Voilà, donc c'est dans cette région, donc ils ont planté 2500 arganiers dans... Palestine occupée par Israël. D'accord. Donc en 1984, donc, ils ont implanté 100 hectares dans la région que vous voyez sur la carte. Pour le moment, donc la société donc, qui s'appelle Sival continue à commercialiser de l'huile d'argan, mais prochainement, donc elle a déjà donné une marque, donc prochainement d'ici quelques temps, donc au lieu d'acheter donc l'huile d'argan made in Morocco, donc vous allez le trouver sur le marché made in Israël. Et je le dis, made in Israël, c'est pour sensibiliser les gens sur l'importance. Si on fume rien maintenant, ça y est, à la tête.
Donc, on est dépassé. Donc, en perspective, donc je termine dans 2 secondes. Donc, il devient urgent non seulement de protéger l'arganique, mais aussi de reboiser les zones d'où il a disparu. C'est-à-dire, placement de l'arganique en aire de Tindouf, surtout en aire protégée, c'est-à-dire une partie de la réserve en aire protégée, et création d'unités de recherche, etc. Et donc, comme je conseille toujours mes étudiants, etc., donc il faut travailler avec des parallèles. C'est-à-dire, on s'intéresse à l'arganique qui est planté à Tindouf, en même temps, donc, on va lancer une deuxième parallèle, c'est-à-dire, il faut pourquoi pas introduire l'arganique dans d'autres régions d'Algérie. Encourager surtout les agriculteurs privés qui veulent investir dans le secteur parce qu'il est hautement rentable. Exemple, donc là pour situer les esprits, à Mostaganama, donc c'est une statistique qui m'a été donnée par la conservation des forêts de la wilaya d'Ostagan. Maintenant, ils ont planté 700 arbres avec une densité de 150 arbres par hectare. Ils se comportent très bien. Donc en 2017, 1 hectare par la Zawiya al-Alawiya à Mostagan. Maintenant, les gens commencent à bouger là-bas. Ils ont implanté combien? 1 hectare de l'arganique. Donc, il est temps pour nous, les Algériens, d'agir vite. Sinon, ça sera trop tard et pour toujours. Et sur ce message, je vous dis merci pour votre écoute. Donc, le professeur Ben Ayash va nous présenter donc, une conférence sur le thème intitulé Investigation photochimique et biologie des plantes algériennes, recherche et détermination des molécules bioactives. Alors, dans cette intervention, je vais parler évidemment des plantes et de notre intérêt pour les plantes. Un point que nous avons commencé à étudier dès 1986, suite à des relations avec les universités étrangères, qui regroupaient également le département de biologie de l'époque, et notamment, je ne sais pas s'il est là, monsieur... j'ai oublié son nom. Non, c'est pas... Belsegli. Monsieur Belsegli, monsieur Yao, suivi de monsieur Mahmoud. Donc ça, c'était les premiers biologistes qui ont travaillé sur les mêmes sujets que nous. Alors, on a tous un petit peu une idée des plantes par rapport à l'homme, et on s'imagine tous que l'homme, quand il a été propulsé dans un univers dur et d'une grande hostilité, il se devait d'utiliser des ressources naturelles de son entourage pour se nourrir, se protéger du froid, de la chaleur et aussi de la maladie. Vu l'effort à fournir pour sa survie et les dangers quotidiens, nous pensons, nous autres, les hommes de maintenant, que les plantes ont toujours été les proies les plus faciles pour lui. C'est ainsi que sont nés nos fruits et nos légumes. Et en même temps, c'est aussi la naissance de notre pharmacopée avec des plantes médicinales, de l'époque et de maintenant surtout. C'est également le point de départ de la production des médicaments que nous consommons aujourd'hui. En effet, l'histoire reporte que dès l'an 3000 avant Jésus-Christ, certaines populations du Moyen-Orient connaissaient l'usage de l'opium et bien d'autres produits disponibles de nos jours. Les découvertes archéologiques en Irak laissent à penser que l'aquilée, la rose crénaire et la centaurée tenaient une place importante dans la pharmacopée traditionnelle des populations locales. Ce sont ces connaissances ancestrales qui ont débuté la constitution de l'ensemble des plantes médicinales. Parmi les plus célèbres et les plus anciennes, le saule, dont les traces décoctions de feuilles ont été retrouvées dans des papyrus égyptiens datant de 1550 avant Jésus-Christ. On reporte par ailleurs qu'Hippocrate conseillait pour soulager douleurs et fièvre une préparation contenant de l'écorce de saule blanc. Les bienfaits du saule ont été retrouvés plus tard en Amérique du Sud et en Asie. Ce n'est que beaucoup plus tard que vient l'idée que les propriétés médicinales sont dues à la présence d'éléments actifs métabolisés par la plante elle-même, ce qu'on appelle maintenant les principes actifs.
Ce n'est qu'au début du 19e siècle que les premiers principes actifs sont isolés et leur nom dérive en général de la plante source. Ainsi, en 1829, Pierre-Joseph Leroux fait bouillir de la poudre d'écorce de saule blanc et concentre sa solution. Il obtient des cristaux solubles qu'il appela salicyline, qui vient évidemment de la plante utilisée. Cette substance avait montré une efficacité contre les rhumatismes articulaires, les fièvres, les douleurs, mais elle est amère et provoque des douleurs d'estomac. C'est en 1853 que Charles Gerhardt la transforme en acide acétylsalicylique par une réaction chimique dite d'acétylation. On fait une petite réaction d'acétylation en chimie, ça va très vite et ça se fait à température ambiante sous agitation magnétique. Ce produit s'avère beaucoup mieux toléré. C'est enfin en 1887 que le chimiste allemand Felix Hoffmann, employé chez Bayer, trouve le moyen de fabriquer cette molécule en suivant le modèle de la nature. Ce qui est devenu par la suite normal parce que, alors pourquoi? Parce que les molécules naturelles, on va voir tout à l'heure que c'est des molécules qui sont très difficiles à imaginer par l'homme et très souvent le modèle de la nature a été copié par le chimiste pour fabriquer des médicaments. C'est alors donc en 1899 que Bayer dépose la marque aspirine pour pour l'acétylsalicylique, et ce n'est qu'en 1908 que l'aspirine est commercialisée par l'usine du Rhône en France. Cet itinéraire de l'aspirine donne une idée sur le temps mis pour un principe actif, aussi soit-il actif, pour être commercialisé. Parmi les autres célébrités, on peut citer la quinine, la morphine, la strychnine. Il faut signaler que les structures chimiques complexes n'ont commencé à apparaître qu'au début du XXe siècle, parce que vous voyez toutes ces structures chimiques, pour trouver la structure, même si vous avez le produit devant vous, trouver la structure ici, ça va demander des analyses spectroscopiques énormes, et ce n'est pas n'importe quel chimiste qui pourrait trouver la structure de molécules aussi complexes. C'est l'avancée phénoménale, évidemment, des méthodes physiques d'analyse qui a permis le développement de la synthèse totale, de l'hémisynthèse, en copiant les modèles de la nature. Alors, je dis en copiant les modèles de la nature parce que vous voyez, c'est des molécules qui ont été retirées de plantes. Alors, si on va s'amuser à soigner la terre avec une molécule sortie de la plante, il va falloir parfois exterminer les plantes qui nous donnent ces molécules. Et donc, le chimiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va copier un petit peu le modèle et il va le travailler en faisant une synthèse organique, qui est très très difficile parce que vous voyez, ce sont des structures très élaborées. Pour nous chimistes, il y a ce qu'on appelle la chiralité, les configurations, et ça c'est très difficile de faire une synthèse totale parce qu'il y aura toujours le mélange des configurations dans la molécule. Mais plusieurs molécules ont été copiées et ont été mises sur le marché. Donc voilà pour l'hémisynthèse en copie dans la nature, et par conséquent le développement à outrance de l'industrie pharmaceutique moderne prenant le dessus sur la phytothérapie et l'homéopathie. Cependant, durant ces dernières décennies, et avec l'apparition de maladies dites du siècle, comme le sida, le cancer et autres maladies, la recherche de nouveaux modèles de molécules est relancée par le biais des batteries de tests d'activité biologique ciblant les molécules actives dans les extraits. Alors je prends ici un exemple de taxol. Le taxol, il est isolé de Taxus brevifolia, de l'écorce. Ça veut dire que si on doit soigner tous les malades de la terre avec cette molécule qu'on retire de l'écorce de cet arbre, cet arbre n'existera plus au bout de quelques années. Donc qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il y a des chercheurs, et en particulier Potier de l'Université de Paris-Sud, qui a essayé de chercher cette molécule non pas dans l'écorce mais dans les feuilles, parce que les feuilles, elles se renouvellent. Donc il a trouvé dans l'écorce, dans les feuilles, pardon, une molécule similaire et qui ne comporte pas cette partie-là. Cette partie-là, elle n'existe pas dans cette... Alors qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, donc, il a extrait cette molécule. Il s'est fait par la suite aider par un professeur de Grenoble et ils ont réussi à placer cette molécule, cette partie sur la molécule. La molécule aussi dont je parlais, qui a été retirée des feuilles, n'avait pas
n'avait pas ce groupement qu'on appelle en chimie groupement acyle, un groupement acétate. C'est un OH et c'est très facile en chimie de transformer un alcool en groupement acétyl, c'est acétate. C'est facile à faire et donc c'est comme ça que le Taxol est devenu commercial et il a été aidé par l'hélicynthèse. Donc ces travaux ont montré que plusieurs familles de plantes ont donné des résultats positifs, notamment la famille Astéracées, Fabacées, Apacées, Myrtacées et bien d'autres bien sûr. Alors, dans ce sens, la richesse de la biodiversité végétale algérienne, pourquoi on parle? Donc l'Algérie, c'est un pays qui est reconnu pour sa biodiversité, et vu l'importance des plantes et des molécules qu'on peut sortir des plantes, c'est une chance inespérée pour nous autres Algériens, et en particulier pour les Algériens qui évoluent dans ce domaine. C'est donc dans ce contexte que nous, enfin notre groupe de recherche, nous avons développé des travaux axés sur la valorisation des ressources végétales algériennes, le développement de ces travaux qui doivent absolument ici rassembler des chimistes organiciens et des biologistes et fait selon 3 approches. Ça c'est pour nous. Donc nous, on s'est alliés avec des biologistes de la faculté des sciences de la nature et de la vie et nous avons fait des travaux en commun. La première, donc il y a eu 3 approches. La première a eu en premier lieu l'espoir de la mise sur le marché national et international des molécules accumulées à forte teneur par des plantes algériennes et elles portent sur l'extraction, la séparation et la purification. Ça veut dire ici, on va repérer des plantes qui accumulent à forte teneur des produits et ces produits-là, on va essayer évidemment de les extraire en quantité et de les commercialiser, pourquoi pas. Alors, la deuxième concerne l'extraction et le criblage biologique des extraits bruts et enrichis. Donc ici, on fait des criblages en ligne ou hors ligne, des criblages biologiques en vue de rechercher des activités biologiques d'extrait et pourquoi pas de produits purs par la suite. La troisième concerne des investigations phytochimiques à la recherche de nouvelles molécules bioactives, de molécules nouvelles et de molécules à activité biologique potentielle. Ça veut dire qu'on peut faire du travail bioguidé, mais pas obligatoirement parce qu'il arrive qu'on passe à côté de molécules intéressantes, nouvelles et qui n'ont pas donné d'activité biologique si on travaille en ligne. Alors, nous avons donc pour cela, au laboratoire, mis en place un protocole d'extraction par le laboratoire qu'on utilise très souvent. Donc on prend la matière végétale, on fait la macération dans du méthanol eau avec un pourcentage de 70, 30 ou 80, 20, 3 fois pendant 48 heures, filtration, donc on rajoute un peu d'eau distillée et on obtient une solution aqueuse. Cette solution aqueuse subit des extractions liquides avec des solvants de polarité croissante. On commence par l'éther de pétrole ou l'hexane, suivi du chloroforme ou du dichlorométhane, suivi de l'acétate d'éthyle et enfin de l'extrait en butane. Donc ce sont ces extraits-là qui vont être travaillés par nos équipes selon la nature du produit recherché. Parce que vous voyez, quand on prend un solvant apolaire, évidemment, on va récupérer des composés apolaires. Un solvant semi-polaire, c'est des composés semi-polaires. Un solvant moyennement polaire, c'est des composés assez polaires. Et enfin, un solvant polaire, ça va nous donner des composés polaires. Donc on a fait ce qu'on appelle une partition de nos produits dans ces solutions. Alors pour la première approche, elle concerne la valorisation d'un ensemble de plantes spontanées en Algérie, qui se distingue par l'accumulation de fortes concentrations de certaines molécules. Donc nous allons travailler sur des plantes spontanées. Alors pour cela, il faut mettre en évidence, une fois qu'on a trouvé ces plantes-là, on refait le protocole et on va mettre en évidence la présence de ces molécules dans le matériel végétal, les extraire par le solvant ou un système de solvant de polarité choisi en fonction de celle des molécules recherchées, les séparer et les purifier par des méthodes choisies en fonction de leur structure. Quantifier ces composés dans le végétal en vue de choisir le moment propice pour leur cueillette. Donc pour faire la cueillette, il faut aussi faire attention, est-ce que le produit est accumulé au maximum par la plante ou pas. Donc ensuite, créer une antenne d'extraction de ces molécules et surtout, bien sûr, essayer de trouver des clients. Parce que s'il n'y a pas de clients, ce n'est pas la peine. Donc, pour la deuxième et la troisième approche, après des criblages phytochimiques, extraction et partition dans des solvants de polarité différentes, donc je ne répète pas les solvants, les extraits actifs sont soumis à un fractionnement bioguidé. Les fractions actives sont soumises à des séparations et purifications également bioguidées.
menant ainsi à des produits souvent purs et présentant souvent l'activité recherchée. Donc ceci pour la deuxième approche. La troisième approche renferme la première, ça veut dire travail bioguidé si on peut, mais s'intéresse également aux extraits de fractions inactives, car ils peuvent contenir des molécules à structure nouvelle et ou des molécules pouvant servir de modèle pour le départ de la synthèse de molécules actives. C'est important pour copier les modèles de structure. Alors, pour nos travaux. Nous avons travaillé sur une plante. Alors, nous avons pris 5 kg de cette plante. Nous avons fait l'extraction, nous avons obtenu ces extraits-là. Vous voyez, c'est énorme. Ensuite, nous avons travaillé l'extrait N-butanol sur 25 grammes. Vous voyez, on a récupéré de ce produit-là 10 grammes à partir de 25 grammes d'extrait. Le produit qu'on a appelé P2, 402,1 mg. L'étude de l'extrait acétate d'éthyle, on a retrouvé le produit P2 et le produit P1. Et en général, quand on retrouve un produit dans 2 extraits, ça veut dire que la plante l'accumule à forte teneur. Donc, et vous voyez les quantités, parce que, attention, pour nous, 10 grammes, c'est énorme. C'est énorme, 10 grammes dans 5 kilos, dans 25 grammes d'extrait. Alors, on ne va pas oublier que les produits P1 et P2 ont été isolés de 25 grammes d'extrait, mais que nous avions 270 grammes de l'extrait. Donc, on va faire un petit calcul, l'arithmétique simple, et on va se retrouver qu'à partir de 5 kg de matière sèche, on a trouvé 114,44 grammes du produit P3, 4,47 grammes du produit P2, et puis quand même 240,7 mg du produit P3. Bien sûr, je passe la détermination de la structure de la molécule, parce que c'est très important, et elle nécessite évidemment toute la batterie de techniques spectroscopiques, notamment la RMN, la spectro de masse, puis et puis tout ce qui est donc de nouveauté dans la RMN à 2 dimensions et toute la panoplie. Et je passe évidemment la structure, c'est pas facile à faire, il faut des laboratoires très bien équipés pour ça, mais on le fait avec l'aide de l'étranger pour le moment. Alors ces molécules-là que nous avons trouvées en grande quantité, c'est quoi? Pour le P1, c'est l'isoprène éthylogénisate méthyléther. Pour le composé P2, glycérine 8C bêta-glucopyranoside. Et pour le produit P3, qui est accumulé à 114 grammes pour 5 kg, le robol 8C glucopyranoside. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder les prix de ces produits-là et essayer de les vendre. Et si ça se vend bien, pourquoi ne pas monter une petite unité d'extraction et essayer de commercialiser le produit? Alors, une autre plante nous a donné, par la même technique, de l'apéginine. Alors, l'apéginine, j'ai fait le travail des prix. Elle est vendue par PlantMed PMC à raison de 38 € les 20 mg. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, milligrammes. Alors, 20 mg, c'est le plus grand conditionnement. Elle est vendue aussi à 5 mg et à 10 mg. Alors, 38 € les 20 mg. Donc, si elle est vendue si on l'achète par le conditionnement à 10 mg, ça revient beaucoup plus cher. Alors, donc, pour nos 5 kg, le 2 kg, on n'a travaillé que sur 2 kg. Pour nos 2 kg de matière sèche, on a quelque chose pour la quantité, on a trouvé 12 grammes. Pour les 12 grammes, vous faites les multiplications, le calcul, on aura 22 800 €. 22 800 €, bien sûr, ce n'est pas le bénéfice, il faut enlever. Il faut enlever la main-d'œuvre, il faut enlever la cueillette, il faut enlever les solvants, il faut enlever, mais sur 22 800 €, il y aura quand même du bénéfice. Donc ça, c'est dans la valorisation. Alors, dans d'autres plantes, nous avons trouvé la glycine. Alors là, toute une plante qui est spontanée, qui est partout, et qui donne de la glycine avec un rendement énorme. Alors, la quercétine 3-O-méthyléther, qui a été donc trouvée en grande quantité dans une plante. Et l'avantage de cette molécule, c'est qu'elle a donné une activité antioxydante qui rivalisait avec les contrôles positifs utilisés. Travail effectué par Madame Zama et que nous avons publié en 2007. Nous avons également la rutine. La rutine, dans une plante c'est vraiment une usine de rutine. Et la rutine est connue pour son activité anti-hémorragique. Elle est consommée comme supplément alimentaire pour ses diverses activités. Elle est vendue, celle-là. Elle est commercialisée. Alors, la deuxième approche. La deuxième approche, évidemment, ici, c'est de rechercher des molécules bioactives en faisant un travail bioguidé ou pas.
Donc ici, nous avons travaillé sur le Dra'andaga, il y a plein d'eucalyptus, c'est tout près d'ici, Dra'andaga, Eucalyptus cladocalix. Celui-là, il nous a donné une molécule nouvelle que nous avons nous-mêmes appelée cladocalol, et elle a donné une activité cytotoxique plus que significative. Ces travaux ont été publiés dans Phytochemistry en 2005. Alors voilà donc la molécule que nous avons appelée cladocalol. Nous avons aussi un autre eucalyptus qu'on a récupéré de Dra'andaga aussi. Il nous a permis aussi d'isoler un produit nouveau, très cytotoxique avec un IC50 de 1,7. C'est énorme. Et ces travaux, évidemment, ont été publiés dans un journal très bien coté, Journal of Natural Products, en 2004. Alors, nous avons aussi une petite fierté parce que nous l'avons appelée Algérianine. Algérianine en hommage à notre pays, l'Algérie. C'est une molécule que nous avons isolée de Centaurea africana et c'est un flavonoïde qui a donné aussi des activités cytotoxiques très intéressantes, donc, que nous avons publiées en 2009 dans Phytochemistry Letters. Peralteria coronopofolia, aussi, elle nous a donné un produit nouveau qui est là, mais elle a donné des activités anti-cancer et des activités, bien sûr, antioxydantes, antiprolifératives, et que nous avons publiées dans Records of Natural Products. C'est une plante qui est très active et on va voir tout à l'heure, ça c'est l'extrait chloroforme. Nous verrons tout à l'heure l'extrait butanolique plus tard. Alors, donc ça c'est juste pour dire que l'extrait acétaldéthyl avait une activité antiproliférative, anti-cancer. Alors, ici, Sacocalix saturoides de la famille Lamoyacées. Alors, de cette plante-là, évidemment, nous avons fait ce qu'on appelle un screening online de recherche d'activité antioxydante en utilisant la technique online ABTS. Et donc, du coup, nous avons repéré, vous voyez ici, c'est les produits qui sont dans l'extrait, et en bas, les produits qui sont dans l'extrait qui sont antioxydants. Voilà, et voilà. Ici, c'est l'extrait acétaldéthyl, il est plus riche en extrait antioxydant. Ici, c'est l'extrait chloroforme, un peu moins riche. Et là, c'est l'extrait butanolique, meilleur que l'extrait chloroforme, mais moins bon que l'extrait acétaldéthyl. Alors là aussi, donc 17 composates ont été déterminés. Et vous voyez ici, l'activité antioxydante est très significative. Et vous voyez, plus le pic est grand, plus ça veut dire que le produit présente une activité antioxydante. Alors, Heilanthemum ruficomum, c'est pareil. Alors, le travail de tout à l'heure ici, il a été fait également avec la participation. Heilanthemum ruficomum aussi, vous voyez, l'extrait acétaldéthyl, l'extrait N-butanol, ces résultats étaient probants pour l'activité antioxydante. Nous les avons publiés dans une revue avant, Impact Factor Molécules. Substance violacée ici, nous avons mené ces travaux, vous voyez, avec monsieur et madame Mened, donc madame Mteh. Les résultats étaient probants, c'est en ce qui concerne l'activité anti-inflammatoire. Et nous avons aussi isolé une molécule nouvelle, non, ça c'est plus les cariandulata, excusez-moi. Donc 10 molécules nouvelles ont été trouvées dans cette plante. Et l'activité anti-inflammatoire de l'extrait acétaldéthyl était très intéressante. Donc ici, c'est un travail de chimistes et de biologistes. Les biologistes, c'est monsieur et madame Mened de SNV. Alors, Peralteria coronopiphilia, je reviens dessus. C'est donc cette plante pour l'extrait N-butanol, elle a montré des activités, comment vous dire, meilleures, c'est ça, meilleures que les témoins, les témoins positifs. Donc, elle a montré des activités anti-cancer très importantes et elle a montré des activités antioxydantes, notamment avec la méthode Cuprac où le IC50 était bien meilleur que celui des témoins utilisés. BHT, BHA, alpha-tocopherol et autres. Alors ces travaux ont été menés par madame Khadija Brouch du SNV
évidemment en relation avec les chimistes. Alors, la dernière, et que je considère la plus belle, c'est une lactosis terpénique que nous avons isolée de Achillea libistica et que nous avons appelée algérianolite, toujours en hommage à l'Algérie. Évidemment, nous l'avons publiée dans un journal Biochemical Systematics and Ecology. C'est un journal qui est assez bien coté pour l'instant. Les activités biologiques ne sont pas faites à ce jour. Alors, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que si les plantes algériennes sont très riches, elles sont très riches, les laboratoires algériens sont pauvres. Alors, ils sont pauvres pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens, de nous laisser travailler seuls. Et si vous avez remarqué toutes les publications que j'ai montrées, il y a des noms d'étrangers. Alors, c'est des noms d'étrangers, ils nous font les spectres et ils nous les envoient. On fait l'instrument, on rédige, ils nous aident parfois à rédiger, mais on rédige et alors ils sont obligés de mettre leur langue par correction, et c'est obligatoire bien sûr, puisqu'ils dépensent énormément d'argent en matière d'analyse par rapport à nous. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention.